Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de Oberbronn. Je vous ai mis le titre en judéo-alsacien. Verlorene Quelle von Oberbronn, ce qui veut dire, enfin je n'ai pas besoin de vous traduire, je suppose, la communauté perdue d'Oberbronn. Oberbronn que j'ai parfois envie d'appeler le village des dieux. Vous comprendrez peut-être tout à l'heure pourquoi. Alors ça, c'était l'image de présentation. On va continuer. C'est une image de nuit et je vous préviens, on clôturera avec une image de nuit. Mais maintenant, on va passer à la journée. C'est simplement un aperçu du village. Et je vous dis tout de suite que là, vous voyez déjà deux maisons juives. Je vous dirai laquelle plus tard. En attendant, Oberbronn est un village qui a de multiples intérêts. C'est un tout petit village de 1200 habitants, mais qui a des intérêts par son passé juif, mais bien au-delà par son passé historique en général, puisque l'ensemble des maisons sont du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, et qu'elle a eu une histoire, un passé assez riche, comme c'était le chef-lieu de la seigneurie, et d'une seigneurie dont l'activité principale était la viticulture, même si aujourd'hui ça a disparu. Il n'y a plus de vignes à Oberbronn. Image suivante. Donc c'est la traduction en français sur les traces de la communauté juive d'Oberbronn. Mais en alsacien, tu as dit perdu, non? La Ouais, communauté perdue. oui, alors j'ai pas voulu faire Alors une pourquoi traduction. perdu? Parce qu'elle n'existe plus, il n'y a plus de juifs à Oberbronn. Oui, mais c'est un mot qui est un peu fort. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, au début, je voulais mettre la communauté disparue, mais je trouvais que ça faisait un peu Oui, c'est vrai. sinistre. C'est Donc, vrai. j'ai remplacé par perdu. Mais tu as raison, le mot est peut-être un peu fort, oui. Oui, mais surtout qu'elle a disparu bien avant la Shoah. Hein. Oui. J'avance un peu sur mon sujet, mais au référendum, qu'est-ce que je raconte? Au recensement de 1860, il y avait plus de 200 juifs à Oberbronn sur 1200 habitants, ce qui est énorme. Hein. Mm. Ça fait pratiquement 15% de la population. Et 60 ans plus tard, en 1924, la Schule a été vendue. Ça veut dire qu'il n'y avait plus assez de monde pour faire un minyan. Et que le cimetière, lui, la dernière tombe est de 1937. Donc, c'est vraiment une communauté qui a disparu par l'exode rural. Hein. Oui, c'est ça. M'excuse de déranger. Où est-ce que ça se trouve, Oberbronn, en Alsace? C'est à quel endroit? C'est situé où? Alors, c'est juste à côté du plus bel endroit du monde, qui est Niederbronn. Ça veut dire le centre du monde. D'accord. Alors, vous comprendrez que je ne suis pas du tout chauvin, mais complètement vin chaud. Alors, c'est un peu le dessin de beaucoup de communautés en Alsace, que c'est avant la Shoah qui se sont vidés. J'étais devant le cinéma à Ribeauvillé, le cinéma Fox, qui était la synagogue, et on a pleuré devant la synagogue qui était devenue un cinéma, mais déjà beaucoup de temps avant la Shoah. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. Ouais. Alors, on ne va pas discuter de ça maintenant, mais c'est un grand sujet. Pour répondre oui, c'est ça. Pour répondre à la question un peu plus précisément, Oberbronn et Niederbronn, qui faisaient partie de la même seigneurie d'ailleurs, se trouvent, pour vous situer, entre Haguenau et Bitche. Tout à côté de Reichshofen, pas très loin de Pfaffenhofen. Si vous voulez, dans l'autre sens, ça serait entre Pfaffenhofen et Wörth. On est donc dans tout le nord, dans le nord du Bas-Rhin, et exactement à la limite avec la Moselle. Oui. Voilà. Donc, on passe à l'image suivante, s'il te plaît. Ben, pourquoi moi je passe pas? Voilà. Allez. Alors, là, on n'est pas du tout dans le judaïsme, on est sur une de ces belles bâtisses pour vous montrer un peu l'ambiance du village. Et en particulier, une des choses intéressantes à voir à Oberbronn, c'est l'architecture des maisons à colombage. Vous voyez que cette maison, elle a sous l'une des fenêtres, elle a deux losanges en bois.
Alors, d'après la symbolique, ça symbolise la matrice maternelle et c'est donc un signe de fécondité. C'est un signe de fécondité qu'on retrouve sous les fenêtres des chambres à coucher ou des alcôves des maîtres, et non pas sous toutes les fenêtres, hein, mais uniquement sous les fenêtres des chambres à coucher, et aussi sur les ouvertures des étables, pour les mêmes raisons. Donc c'est la fécondité. Il y a un deuxième signe de fécondité qui est la croix de multiplication. Multiplier, c'est croisser et multiplier. Et donc parfois on trouve un double signe de fécondité qui est la croix inscrite dans le losange. Rien à voir avec le judaïsme, mais ça fait partie de la symbolique des maisons alsaciennes. Cette maison-là, d'ailleurs, au-dessus de la porte, on ne le voit pas parce qu'elle est prise de trop loin, on ira y trouver le symbole du bretzel. Là, oui. Un boulanger. Un boulanger, elle est datée de 1762. On passe et on va trouver cette maison verte dont on va voir un des petits détails sur l'image suivante. Alors, tu peux passer à l'image suivante si tu veux. Voilà. Vous y voyez dans un coin d'une fenêtre qui devait d'ailleurs être probablement une porte au départ. Vous y trouvez cette encoche dans le grès. Je pense, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est. Vous le savez quand même, non? C'est donc une encoche. C'était l'emplacement pour la mezouza. Donc la mezouza, elle était classiquement clouée au mur sur le linteau de la porte, à condition qu'il soit en bois. Quand le linteau était en pierre, on ne pouvait pas clouer dedans. Donc on y creusait une petite encoche comme ça qui permettait de maçonner la mezouza à l'intérieur. C'était donc bien le signe distinctif d'une maison juive et en particulier, c'était d'ailleurs une gare quiche, un restaurant cachère qui a existé jusque peu de temps après la Première Guerre mondiale. D'accord. Est-ce que tu sais combien de traces on a à Oberbronn avec des mezouzotes comme ça? Je vais vous les montrer à peu près tous. Je ne me suis jamais allé amuser à les compter, mais on les verra tous. Il y en a une dizaine. D'accord. Il y a quand même beaucoup. Oui. Ouais. On continue. Alors, une maison très intéressante pour deux titres. Au titre de l'architecture, sur cette façade, vous voyez que le rez-de-chaussée et le premier étage sont d'origine, mais on voit qu'au-dessus, ça a été reconstruit. Ouais. Je vous dis tout de suite que Oberbronn a été terriblement bombardé au moment de la deuxième libération de mars 1945 et que beaucoup d'immeubles ont été soit détruits, soit sérieusement endommagés, ce qui était le cas de cet immeuble-là. D'ailleurs, on voit que celui d'à côté, il a été complètement détruit puisqu'il est reconstruit après-guerre. Alors, sur la façade, au premier étage, qui est donc au-dessus du mot restaurant, qui est donc encore d'origine, vous voyez une structure dans les colombages qui représente un homme, en fait. En alsacien, on appelle un man, et qui est un symbole de Atlas qui soutient le monde. C'est un petit détail que beaucoup de gens ne savent pas. Maintenant, on va passer cet immeuble, on va faire le tour de cet immeuble et derrière le buisson que vous voyez à côté gauche, il y a l'entrée de cave sur laquelle on trouve cette inscription. Savez-vous me la traduire? Alors, Chakal. Est-ce que tu connais, tu sais déjà? Le rabbin Hayman m'a dit que c'était une date et que ça voulait dire 1770. Alors, il y a Pei, Shin, peut-être Vav, Chet, Kouf, Lamed. C'est possible que la deuxième partie, c'est la date. Est-ce que c'est chez toi? Non, moi j'entends ce bruit, mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est un bruit d'écho. Il y a un micro qui se trouve devant un haut-parleur quelque part. Allô, on m'entend? Oui, c'est bon. Ouais. Alors vous voyez qu'en dessous de cette inscription, il y a deux trous
qui permettait de mettre une cheville en bois pour visser la mezouza dessus. C'était une autre technique pour fixer la mezouza. On sait qu'il y avait à Oberbronn un cabaretier juif et un restaurateur juif. Donc, on a vu les deux là. Celui-ci, c'est le café, probablement, parce que l'autre, de source sûre qu'on a vu avant sur la Maison Verte, c'était la gare Quiche. Voilà. Alors, on peut passer à la suite. Là, on va changer de religion parce qu'il y a cette superbe maison à colombage avec un magnifique oriel qui est décoré et on va voir les détails de plus près sur l'image suivante. On voit d'une part que sur l'image de gauche que la maison date de 1610 et on voit sur l'image de droite qui est le poteau cornier du côté droit de la maison, c'est le dieu Bacchus qui crache des grappes de raisin. Il disait qu'on était dans un village de viticulteurs, ça en est une des démonstrations. Alors, c'est pour ça que je voulais appeler ça le village des dieux, parce qu'on y a des traces de la symbolique celtique, on y a des traces des trois religions monothéistes, mais aussi des traces des Romains et notamment du dieu Bacchus. Voilà. Il est d'ailleurs le plus sympa de tous les dieux romains. Absolument. Le plus sympa avec le vin et le Riesling et le Gewürz. C'est ça. Et aussi les bacchanales, bien sûr. Alors, on peut passer, donc, c'est un immeuble de 1610. Hein. Alors, à côté de ce bâtiment, de cet immeuble qui est magnifique, vous voyez un horrible garage en béton qui a été construit après la guerre. Et ce garage a été construit à l'emplacement de la maison du dernier juif d'Oberbronn qui s'appelait Jonas Levi, qui a été déporté pendant la Shoah et dont la maison a été bombardée pendant la guerre et donc a disparu. C'est pour ça qu'il y a cet affreux garage à côté. Des traces des Juifs, on en a des palpables et on en a aussi des non palpables. On passe à la suite. Alors ici, pour vous montrer simplement ce que c'est qu'une maison de vigneron alsacienne, qui est donc sur 2 étages, avec au rez-de-chaussée une cave semi-enterrée, qui permet, semi-enterrée parce que ça permet de garder le vin au frais, à température constante. Il y a des soupiraux sur ces caves, des soupiraux qui sont constitués d'une plaque de grès qui coulissent parce qu'on les ferme en hiver et on les ouvre en été, ce qui permet de maintenir une température constante d'autour de 12 degrés à l'intérieur de ces caves pour conserver le vin. Alors pourquoi le vin, un petit mot sur le vin à Oberbronn, il a été introduit comme partout ailleurs par les Romains, qui ont introduit là, parce que on verra la géologie d'Oberbronn un peu plus tard, si ça vous intéresse. Les Romains ont introduit 2 choses, c'est le vin et le complément pour le vin, c'est les forêts de châtaigniers. Alors le châtaignier, c'est évidemment pour manger les châtaignes, mais c'est aussi parce que le bois servait de bois pour faire des piquets de vigne et des constructions, et notamment pour faire tout le treillis qu'on utilisait pour mettre le torchis dans les ouvertures entre les poutres. Parce que le bois de châtaignier a une propriété, c'est qu'il est un répulsif pour une grande partie des insectes, et notamment des araignées. Et donc, c'est pour ça qu'on l'utilise dans les vignes, parce qu'il repousse les insectes, mais on l'utilise aussi dans le bâtiment pour les mêmes raisons. J'ai d'ailleurs vu des châteaux de la Loire avec des plafonds très hauts, genre 10 mètres de hauteur, que évidemment personne ne peut aller nettoyer, et qui sont faits justement en châtaignier, parce que comme ça, il n'y a jamais de toile d'araignée sur ces plafonds. On passe à la suite. Alors, ce bâtiment, juste pour l'indiquer, est de 1594. Ce n'est pas le plus vieux, c'est un des plus anciens d'Oberbronn, mais ce n'est pas le plus ancien. Et là, donc, en remontant cette petite rue qui s'appelle la rue Gelders,
Alors, pourquoi rue Gelders? Dans Gelders, on entend Geld, donc on peut supposer que ça servait à payer la dîme au seigneur. Mais ça peut être aussi une mauvaise transcription de la rue Kelters, parce que le Kelter, c'est le pressoir à vin. Et il y en avait un dans cette rue. Mais nous, on va s'intéresser à cette maison qu'on voit au fond, avec le portail, la grande porte et la petite porte, dont, encore une fois, le rez-de-chaussée, c'est-à-dire la cave semi-enterrée, sont d'origine. Toute la partie en colombage au-dessus a été reconstruite après-guerre parce que la maison est bombardée. Donc, on va s'approcher par l'image suivante. Oui. Ah oui, j'ai mis un intermédiaire avant pour vous montrer les différents signes de viticulture qu'il y avait à Oberbronn. Donc, vous avez le dieu Bacchus qu'on a déjà vu. Vous avez beaucoup d'emblèmes de corporation ou de métiers sur les maisons qui représentent la serpe du viticulteur. Et vous avez un de ces soupiraux de cave en bas au milieu, dont celui-là en particulier représente une effigie taillée dans la pierre du dieu Bacchus. Alors, la vigne a disparu à Oberbronn pendant la Première Guerre mondiale, parce que pendant la Première Guerre mondiale, tous les hommes étaient enrôlés dans l'armée allemande. Il n'y avait donc que les femmes qui faisaient tourner l'économie, en particulier l'agriculture, et leur souci principal n'étant pas le vin, mais plutôt les pommes de terre. Eh bien, les vignes ont été atteintes du phylloxéra et il a fallu les arracher après la guerre. Un petit signe des dieux encore, pour continuer. Si vous regardez l'image en haut à gauche, alors c'est ça. La serpette et le vigneron et la date de 1743, oui. Regardez voir le 1 et regardez l'entrelac qu'il y a autour du 1, qu'on le retrouve très très souvent sur les maisons alsaciennes. Il semblerait que cet entrelac, cette espèce de 8 que l'on trouve autour du 1000, ne serait rien d'autre qu'un signe celtique qui signifie l'éternité ou l'infini, que l'on retrouve en mathématiques sous le signe du 8 horizontal, pour signifier l'infini. Alors, quand je vous parlais des dieux, du village des dieux, ici, on a une allusion aux dieux celtiques. On passe? On passe à l'image suivante? Oui. Oui. Alors, on revient à cette maison dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur un côté au coin côté rue de la maison, on trouve cet emblème de corporation, de métier, taillé dans la pierre en 1572. Donc le compas et le maillet en bois, qui symbolise le métier de tonnelier. Donc tonnelier, c'est pas du tout étonnant dans un village de viticulteurs. Maintenant, si on tourne le coin de cette maison, et on va le voir dans l'image suivante, voilà, sur cette façade-là, où on va s'approcher un peu plus près de la porte, par l'image suivante, et vous voyez un autre emblème au-dessus de la porte de la cave, toujours 1572, mais cette fois-ci, c'est la hachette du boucher. Il y avait donc un tonnelier et un boucher. Et en plus, c'était la même année, 1572 tous les deux. C'est un peu mystérieux. On y voit d'autres détails, d'ailleurs, accessoirement. On y voit que le tailleur de pierre qui a taillé justement cette clé de voûte, ben, il s'est d'abord trompé de côté, puisque le 1572, vous le voyez à l'envers, là au-dessus. Et on voit aussi à gauche et à droite des signes kabbalistiques qui sont la signature de ces tailleurs de pierre. Puisque chaque fois qu'on retrouvait leur signature sur une pierre, ils étaient payés pour ça. C'est comme ça qu'on comptait la quantité de travail qu'ils avaient fourni et qu'on les payait en conséquence. Voilà, maintenant, cette porte, donc on voit que la clé de voûte, on va la voir d'un petit peu plus près dans un autre détail dans l'image suivante.
Et vous commencez à deviner que dans le côté gauche de la grande porte comme de la petite porte, on voit une encoche qui cette fois-ci est bien inclinée dans le sens de la mezouza. Hein. Donc on a affaire à un boucher juif. Et ce n'est pas tout à fait fini. Image suivante. Vous voyez donc sur l'image de gauche un gros plan de l'encoche de la mezouza. Et on voit sur l'image de droite la porte de la cave qui s'ouvre sur un escalier qui descend dans une cave assez profonde. Image suivante. Voilà la cave en question. C'est une cave qui est très grande, voûtée, très belle. Et si on va dans le coin, au fond, à droite de cette cave, on y trouve ceci. Image suivante. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Alors, cet immeuble cette maison appartient à un particulier qui laisse parfois visiter, parfois pas, ça dépend de, comme il dit, c'est que il a deux problèmes, c'est que d'abord il faut qu'il range sa cave avant, il n'a pas toujours le temps de le faire, et puis aussi avec l'escalier qui est très raide, il a toujours peur d'un accident, et il ne serait pas couvert par l'assurance s'il avait un accident et des visiteurs dans sa cave. Alors, ce mikvé, vous voyez qu'il repose sur une source. Hein. Je sais que les anciens propriétaires ont essayé de l'assécher et n'y sont jamais parvenus. Donc, parce qu'il est sur une source qui jaillit du rocher sur laquelle la maison est construite. J'ai connu ce mikvé je le connais depuis pas mal de temps. Cette photo n'est pas récente, mais on voit que le niveau de l'eau arrive exactement au bord. Et vous avez d'ailleurs une poutre creuse dans le coin qui sert de trop-plein, hein, qui sert de reniflard. Et le niveau de l'eau n'a jamais bougé. Il était exactement au ras du bord, très exactement, et ça n'a jamais bougé. Ça a commencé à bouger depuis qu'on connaît ces épisodes de canicule et de réchauffement climatique, et depuis ce moment-là, le niveau de l'eau baisse. Sans que personne n'intervienne. Hein. C'est juste un phénomène naturel. C'est que on a de moins en moins de pluie, donc de moins en moins d'eau en Alsace. C'est une des manifestations qui pourrait nous faire mesurer le réchauffement climatique dans la région. On passe l'image suivante. Alors c'est une autre vue de ce même mikvé. Voilà. Alors je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a quelque chose à en dire, ou si quelqu'un a une remarque à faire dessus. Non, personne. OK. Alors, on passe à la suite. Oui. Alors, pas très loin de cette maison, on voit un groupe de maisons là qui est un peu à l'abandon, dont les propriétaires qui l'ont reçu en héritage se trouvent en Amérique, on ne s'en intéresse pas beaucoup. Je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. Et si on regarde de plus près toutes les portes de ces maisons, de ces deux maisons, la première à colombage derrière et la plus petite dans le fond, sous les arbres, sous les châtaigniers, on va y voir, image suivante, que chacune de ces portes a une trace de mezouza. Voilà, y compris l'entrée de cave, hein, que vous avez sur l'image de droite, c'est l'entrée de cave. Donc vous avez les deux systèmes. Vous avez l'encoche qui est creusée pour maçonner la mezouza dedans, et vous avez aussi les deux trous qui permettaient d'enfoncer des coins en bois et de visser la mezouza dessus. Vous avez les deux systèmes là. Image suivante. Alors c'est encore les mêmes maisons, et avec chaque fois, là on voit chaque fois les deux trous de clous. Voilà. Qui y a habité, je n'en sais rien. On le découvrira peut-être un jour, mais ce n'est pas sûr. Alors, l'image suivante, ça n'est pas du tout pour aucun rapport avec le judaïsme, mais c'est simplement la maison la plus ancienne d'Oberbronn, qui date, comme vous avez un gros plan du millésime que je vous ai mis en bas à droite, qui date de 1555. En fait, c'est la plus ancienne maison d'habitation,
le bâtiment le plus ancien d'Oberbronn connu, c'est l'église, qui est de 1505. On continue. Alors là, une maison qui n'a rien à voir avec le judaïsme non plus, mais que j'appelle une maison gilet jaune, quand je fais visiter pour amuser un peu les touristes, parce que il y a une inscription sur le linteau de la porte de la cave qu'on n'arrive pas très bien à déchiffrer ici, mais que je vais vous dire, elle est en allemand. Alors ça commence par du latin, anno 1607, donc c'est l'an 1607, et ensuite ça continue, allein Gott die Ehr und sonst niemand mehr. Traduction, honneur à Dieu seul et à personne d'autre. Autrement dit, il s'agit d'une remise en cause directe du pouvoir des seigneurs. Ouais. C'est pour ça que je l'appelle la maison gilet jaune. Alors, juste pour rappeler à ceux qui ne savent pas ou ne savent plus, nous sommes en terre catholique. L'église a été construite en 1505, elle était donc une église catholique. Et la réforme est arrivée en 1523. Et le principe, au Moyen-Âge, c'était cuius regio eius religio. Tel seigneur, telle religion. Les seigneurs locaux qui s'appelaient les seigneurs de Leiningen-Westerburg et qui faisaient partie du comté de Hanau-Lichtenberg, donc les Leiningen-Westerburg, ils ont opté pour la réforme. Comme eux, ils ont choisi la réforme, eh bien toute leur population a dû se convertir au protestantisme, que ça leur plaise ou non. C'était comme ça à l'époque, à l'exception des Juifs, bien entendu. Ça a été déclaré en 1555 à l'accord d'Augsbourg entre protestants et catholiques. Et avant, on a vu la date 1555. C'est ça, on a fixé cette loi, la religion d'après la seigneurie. Oui, c'est ça. Donc, et alors, justement, ce Allein Gott die Ehr et sonst niemand mehr, c'est une maison protestante, clairement, hein, qui nie le Vatican, l'Église et le pouvoir de l'Église et du Vatican, quoi. Voilà, on passe à la suite. Et les lettres qu'on voit. En dessous de chaque côté, ce sont les initiales. Il y a toujours les initiales du couple qui a fait construire la maison. D'accord. Pratiquement toujours, on a au minimum le millésime, l'année de construction, et les initiales du couple qui a fait construire la maison. Les lettres, ça me semble du gothique. Oui, oui, c'est du gothique, Ouais, bien sûr. C'est du gothique allemand. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. On est dans le Saint-Empire romain germanique. Hein, voilà, la guerre de 30 ans va arriver quelques années plus tard. Cette maison est construite en 1605. La guerre de 30 ans arrive en 1638, 33 ans plus tard. Et donc, le rattachement à la France n'arrive qu'à la fin de cette guerre en 1648. Mais on en parlera un peu plus avant tout à l'heure. Et même un peu plus tard, ça aurait dû être en 48, mais ça tardait à venir, le régime français. Oui, effectivement. Ça dépend des régions d'Alsace, mais celle-ci a été annexée, celle-ci a été en 48. D'autres, comme Strasbourg ou Mulhouse, ça a duré plus longtemps. On continue. Alors justement, cette maison-là est de 1629, c'est-à-dire en plein pendant la guerre de 30 ans. Il y a un très bel oriel à droite. La famille qui habite là, c'est une famille qui est très respectueuse de l'histoire et dont la fille, d'ailleurs, Catherine Schumacher, est une de mes anciennes élèves et c'est devenue l'historienne du village. Et j'utilise beaucoup les travaux et les recherches qu'elle a fait, puisqu'elle a fait des travaux d'histoire. Elle fait partie, elle est même militante dans la communauté protestante locale, mais elle a fait énormément de recherches sur les communautés juives, que j'utilise beaucoup dans cette présentation.
Alors, à ce sujet, j'ai une question. Si une fois on pourrait parler des rapports qu'il y avait dans ces villages entre juifs et leurs voisins chrétiens, c'était quand même une vie qui était très, très ensemble. Ils étaient très. Alors, c'est une question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Extraordinaire. C'est probablement le cas. C'est probablement le cas, mais je n'ai pas de certitude. Il y a des documents là-dessus? Je pense qu'il y avait des amis et des ennemis, comme partout. Oui, sans doute, mais c'est documenté dans les documents, comme cette femme protestante. Il y a des documents sur les rapports, peut-être sur les crises, où ça allait bien ou allait pas bien. Justement, on va y venir un peu avec Asher Lévy, dont je vais vous parler maintenant. Mais avant, pour répondre à votre question, j'avais fait une étude, non pas sur Oberbrunn, mais sur Reichshofen, village catholique, ça fait une différence avec Oberbrunn. J'avais regardé les actes de naissance des enfants juifs. Pourquoi les actes de naissance? Parce que à une naissance, quand on déclare à la mairie, on déclare une naissance à la mairie, il faut 2 témoins. Non, il faut parfois un seul témoin, non pas 2, il faut 1 témoin. Et j'ai regardé justement qui étaient les témoins parmi les enfants juifs qui naissaient. J'ai regardé sur le XVIIIe siècle et au début, tous les témoins étaient des juifs. Souvent quelqu'un de la famille ou alors simplement le voisin. À partir d'environ 1850, on voit que de plus en plus de témoins sont des non-juifs, des amis ou des voisins du quartier. Et quelque part, ça permet de mesurer un petit peu cette intégration. Mais c'est dans la période du 19e siècle. Hein, alors, avant ça, je ne sais pas. Je ne connais pas de documents qui permettent de le déterminer avec exactitude. Je connais beaucoup de documents antisémites, mais des documents qui attestent de liens profonds entre les juifs et les chrétiens, moi, j'en connais pas en tout cas. Ce qu'on peut dire, c'est la pénétration du yiddish ou du judéo-alsacien dans l'alsacien, ça on peut le dire. Mais est-ce que, de quand ça date? Est-ce que c'est du 19e siècle ou est-ce que c'était déjà avant? Ça, on ne le sait pas. Mais tout ça, c'est plutôt des histoires privées presque, on peut dire. Oui, bien sûr, oui, absolument. C'est ça. Trouver des documents. C'est ça, c'est ça. Mais des documents là-dessus, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de documents. Oui. C'est la relation entre les voisins et le goy de Shabbat. C'est ça, les Shabbos goy et tout ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai un document à Reichshofen où d'ailleurs la ville de Reichshofen se plaint des Juifs parce que et les impose au double des autres citoyens après la Révolution en 1791 ou 90, en disant ben oui, non seulement ils prolifèrent, c'est écrit comme ça, mais en plus ils utilisent les services des chrétiens pour leur Shabbat. Donc ça mérite qu'on les impose davantage. Voilà. Et c'est le procurateur, mais ça je vous l'avais dit sur Reichshofen, c'est le procurateur de la République de Wissembourg qui est allé remettre les choses à plat en disant au maire que ce qu'il fait c'est complètement illégal et qu'il doit restituer les impôts en trop qu'il avait perçus. Mais là je voudrais revenir à Oberbrunn. Donc on voit sur l'image suivante, voilà, on voit un gros plan de la porte d'entrée. On y voit dans le médaillon central les initiales du couple qu'il a fait bâtir. On voit la date de 1629. C'est donc la seule maison connue de Oberbrunn qui a été bâtie pendant la guerre de 30 ans. Et on y voit de chaque côté la moitié d'une roue de chariot ou de charrette. Et c'était donc, ça représentait donc, c'était le métier de charron, celui qui fabriquait les chariots, justement, ou les charrettes. Alors, juste un petit mot de français, à ne pas confondre le charron, qui fabrique les charrettes, avec le charretier, qui, lui, conduit ces charrettes. Mais c'était aussi un de ces métiers importants dans une région viticole, parce que le vin, il fallait bien le transporter, donc il fallait des charrettes pour ça. Alors, je voudrais en rester un petit peu là-dessus pendant la guerre de 30 ans et vous citer quelques passages
de Asher Lévi, qui parle pour l'année 1624-25, et je cite la phrase, je mets juste les citations. La peste avait débuté dans le pays de Westerbourg en général et à Oberborn en particulier. Donc, on sait que la guerre de 30 ans, c'était à la fois des combats ou des batailles, mais qui étaient épisodiques, entrecoupés de périodes de calme, mais que ce qui a perduré et ce qui a contribué à décimer la population, ça a été la Grande Peste. En 1625, il dit « La peste, qu'elle reste loin de nous », commença en avril 1625 dans les territoires de Westerbourg, c'est-à-dire à Oberborn, et s'étendit de là vers les autres villages. Il en mourut des centaines et des milliers parmi les chrétiens. Asher Lévi, c'est la principale source que nous ayons sur cette période pour l'histoire de la région. C'est pour ça que j'ai voulu donner son nom à l'association qui s'appelle Asherm. 1632, à l'époque où la guerre régnait dans le pays, et aussi pour un autre motif, 4 chefs de famille de Reichshofen s'enfuirent vers la place forte d'Oberbronn, ce qui ne s'était jamais produit. À la date du 20 août 1632, il écrit « À cette époque, la guerre faisait rage. Une grande misère régnait dans la région et dans le pays de Reichshofen, puisque Asher Lévi était de Reichshofen. De peur, j'ai envoyé dès le 20 août 1632 ma femme et mes enfants et presque tous mes biens de chez moi à Oberbronn. L'armée des Suédois arriva dimanche 26 décembre et assiégea la ville. Mais Dieu merci, ils sont repartis honteusement le lundi, car les habitants de cette ville les ont poursuivis et leur ont infligé une grande défaite. Mercredi 29 décembre, je revins dans ma maison de Reichshofen. 1633, cette fois-ci. Les pauvres, ici à Oberbronn, étaient en grande peine. J'ai donc, à leur requête, adressé un message à la communauté de Metz, en ajoutant une recommandation en leur faveur auprès de la communauté que son roc la garde. Mais en route, près de Bitch, le messager se fit voler les papiers et tout l'argent qu'il avait sur lui. Ils l'ont battu et blessé. Là-dessus, j'ai envoyé là-bas 2 messagers au gouverneur avec une supplique. Enfin, avec de la peine et des dépenses, les lettres arrivèrent. La communauté de là-bas, c'est-à-dire de Metz, envoya pour chaque personne, en tout 26 personnes, un Reichstaler pour la soutenir. Ils ont bien fait. Avec mon beau-père, Rabbi Isaac Lévi, je les ai répartis selon notre jugement au nom de Dieu. Mon beau-père a avancé l'argent, il le recevra de notre parent, le syndic, le rabbin Moshe Lévi, que son roc le garde. Donc on a quelque part là une des premières lettres d'échange. La communauté de Metz envoie des sous, mais elle envoie juste une lettre qui dit « Avancez-nous les sous, on vous les remboursera quand les routes seront sûres ». Donc quelque part, c'est la première lettre de change ou première lettre de crédit. C'est intéressant. Mais on parle donc d'un rabbin à Oberbronn en 1633. Ça, c'était pour moi une découverte. Ça prouve que la communauté y était importante à cette époque-là. Alors, je continue sur Asher Lévi. Le 13 septembre 1633, des détachements de cavaliers et de fantassins de l'armée suédoise arrivèrent ici. Pendant tout octobre 1633, les vols et les violences de la part de l'armée de Haguenau se généralisèrent dans tout le bas pays autour de nous, en particulier à Oberborn. En l'espace de 18 jours, ils y vinrent 6 fois. Ils volèrent et emportèrent de là plus de 2000 voitures et charrettes chargées de tout ce qu'il y avait de bien. La fureur se tourna aussi contre les biens des Juifs. Je subis, moi aussi, un gros dommage. On me vida une grande caisse. Alors voilà pour Asher Lévi et ses témoignages.
qui sont donc des témoignages de première main, hein, qui sont de l'époque. On en a très peu. Écrit en allemand, je m'imagine. Alors, les mémoires de H.R. Lévy ont été trouvées tout au début de 1900, 1902 ou 1905, je ne sais plus, par le rabbin Gensburger chez un bouquiniste des quais de la Seine. Ils étaient écrits en caractère hébraïque, ils étaient écrits en judéo-alsacien et en hébreu. Formidable. Et lui les a traduits en allemand. Et de cette traduction allemande, on en a fait une traduction en français. Formidable. Et les lettres, les dates, c'est d'après le calendrier chrétien ou c'est d'après le calendrier juif? Non, il cite le calendrier juif, mais les correspondances ont été faites avec le calendrier chrétien dans le livre. Ah. Non, il ne parle que du calendrier hébraïque. Alors, on sait qu'il le dit quelque part, qu'il avait 2 tomes. Et l'autre tome n'a jamais été retrouvé. D'ailleurs, ce premier manuscrit original avait disparu à un moment donné. On l'a retrouvé après la guerre, après la Deuxième Guerre, dans un musée de New York. On ne sait pas comment il est arrivé là. Et puis, il a été racheté. Il se trouve maintenant en Israël, mais je ne sais pas dans quel musée. Voilà. Des questions? On garde pour la fin, peut-être. On a encore des photos, non? Alors, oui, 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 on a encore beaucoup. Alors, on va passer à la suite. Alors, il faut qu'on avance. Alors là, c'est rien à voir avec le judaïsme, c'est l'entrée du château, qui est de 1590, quelque chose comme ça. On continue. On revoit l'image comme ça, parce que c'est tellement joli ce village. Il est tellement beau, je trouve, que ça mérite qu'on y ait quelques coups d'œil, quoi. On passe, justement, et là, c'était pour vous montrer dans quel état ce village se trouvait après les bombardements de 1945. Alors, vous savez que, vous ne savez pas, que Oberbronn a été libéré, ou comme toute l'Alsace du Nord d'ailleurs, a été libéré une première fois en novembre 1945 par l'armée américaine, et que dans la nuit du Nouvel An 44-45, Hitler a lancé l'opération Nordwind, où pendant la nuit du réveillon, les Allemands sont revenus en force. Comme les Américains étaient tous pleins de schnapps et qu'ils étaient à peu près hors de combat, donc les Allemands ont pu revenir en force et les bouter dehors. Ce qui a posé quelques problèmes d'ailleurs à tous les habitants du village qui avaient un peu trop fêté ou trop visiblement fêté l'arrivée des Américains, qui se sont retrouvés, eux, en grand danger. Et ils ont fini par, Oberbronn et le nord de l'Alsace a été définitivement libéré en mars 1945 seulement. Autrement dit, l'Alsace du Nord, c'est la dernière région qui a été libérée de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et vous avez quelques images de ces immeubles qu'on voyait tout à l'heure dans l'état dans lequel ils se trouvaient en 1945. La suite. Alors, dans une autre maison, pas très loin du centre, cette maison, dans cette cave datée de 1762, avec cet entrelac sur le millésime dont je vous ai parlé aussi, et un emblème de bretzel, c'est-à-dire de boulanger, des documents trouvés par Catherine Schumacher, notamment un acte notarié qui date de 1925, c'est-à-dire quand la choule avait disparu, un acte notarié indique que cet immeuble a été vendu à un particulier et qu'il était propriété de la communauté israélite. Il y a une description de l'immeuble, dont tout laisse à croire très clairement que dans la cave que vous voyez sur la photo de droite, il y avait un mikvé. La description correspond exactement à celle d'un mikvé. Quand nous avons visité la cave, nous n'y avons trouvé aucune trace. Ce qui fait que soit on s'est trompé de cave, soit il n'y a jamais eu de mikvé, soit il a été particulièrement bien comblé. Donc pour l'instant, ici, il y a un doute.
Parce que manifestement, le mikvé que je vous ai montré dans l'image précédente était un mikvé privé. Donc, c'est clair qu'il devait y avoir un deuxième mikvé communautaire quelque part. Donc, il y a une forte présomption que ce soit ici, mais pour l'instant, pas de certitude. Image suivante. Alors, un immeuble qui est sain. Il ne paye pas de mine comme ça. Hein. Immeuble sain, pourquoi? Parce que c'est là que j'habitais quand je me suis marié, c'est là que j'habitais quand mes enfants sont nés. Personne ne rigole, ça m'étonne. Et là où vous allez moins rigoler, c'est que cet immeuble se trouve exactement à l'emplacement de l'ancienne synagogue. Petit détail supplémentaire, le garage que vous voyez au premier plan, dans ce garage se trouvait une autre maison qui a été détruite et bombardée en même temps que la synagogue, et qui était le presbytère catholique pendant longtemps. Dans ce presbytère catholique a habité en 1790 un curé d'origine bavaroise qui avait accepté de prêter serment à la Constitution, puisque vous savez que tout le clergé, après la Révolution, ils avaient le choix entre prêter serment à la Constitution ou être expulsés. La plupart avaient refusé de prêter serment. Celui-là, il était venu de Bavière, il a prêté serment, il est devenu curé d'Oberbronn. Et son nom vous dira peut-être quelque chose, puisqu'il s'appelait Euloge Schneider. Euloge Schneider, Eulogus Schneider, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais est resté à Oberbronn pas très longtemps. Il est parti à Strasbourg après, et ça a été le grand exécuteur de la terreur à Strasbourg. C'est lui qui condamnait et qui faisait fonctionner la guillotine. C'est lui qui a coupé les têtes à tous les contre-révolutionnaires de Strasbourg, et notamment à l'un des ancêtres de Dietrich, qui était maire de Strasbourg à l'époque. Voilà. Alors après, on va voir une image, une de ces rares images qu'on a à l'image suivante, donc, de cette synagogue. C'est à peu près la seule photo qu'on ait. Donc, vous voyez la choule, et vous voyez à côté l'immeuble où habitait Euloge Schneider, donc l'ancien presbytère. C'est à peu près la seule image qu'on ait de cette choule, qui a été donc bombardée pendant la guerre, mais qui a été bombardée au moment de la libération. Pendant toute la guerre, elle était debout et elle servait de salle du parti. Les nazis en avaient fait le Parteitag, la salle du parti. Alors, elle est à peu près intacte, sauf qu'elle a été très abîmée ou pratiquement complètement détruite par les bombardements américains de 1945, de mars 1945, au moment de la libération, comme une grande partie du village. Oui. J'ai encore une autre photo. Pardon? J'ai encore une autre photo. C'est Michel? Oui. Oui, ben ça m'intéresse. Oui, mais c'est presque la même. Sauf qu'elle est toute petite et elle était moins parlante. Elle n'est pas du même côté. Elle n'est pas du même côté parce que là, il n'y a pas la porte. Ah oui, c'est celle qui est sur le site. Exactement. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Oui, d'accord. Bon, ben, si tu veux, tu peux la montrer depuis là où tu es? Non, je ne crois pas. Si, il faudrait que je puisse avoir la main, c'est tout. Mais enfin, je peux la montrer à la fin si vous voulez. D'accord. Oui, peut-être à la fin. OK. OK, alors on passe à l'image suivante. Alors là, on trouve un peu plus loin cette petite maison curieuse. Alors sur le portail du côté gauche, il y a une croix en fer forgé dessus. Mais c'est plutôt récente. Cette maison est intéressante d'abord parce qu'elle a une forme toute petite, toute étroite, mais aussi parce qu'elle a deux parties rondes sous le toit en haut. Vous voyez ça? Les deux ronds qu'il y a au-dessus des fenêtres. Oui. Voilà, ici. Ouais. Ces deux ronds, autant que je vous le dise tout de suite, c'était la première synagogue d'Oberbronn. En tout cas, la synagogue précédente d'Oberbronn, parce que c'était les deux œilletons qu'on a traditionnellement dans les synagogues juives orientées vers l'Est. Ils sont là, plein Est, et qui devaient indiquer la fin du Shabbat, hein, avec des verres de couleur.
vous savez qu'on dit que le Shabbat s'arrête quand la troisième étoile s'apparaît dans le ciel. Et que ce n'est pas possible de voir la troisième étoile dans un pays où les 3/4 de l'année, il pleut. Donc, il y avait ce système rénant qui disait on met 2 œilletons ou un œilleton, selon les cas. On le remplit de verre de plusieurs couleurs. Alors, souvent, ça représente une scène biblique, souvent, le plus souvent, ou un symbole. Mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est qu'il y ait beaucoup de couleurs. Et le fait, c'est que quand les couleurs, quand on n'arrive plus à distinguer les couleurs entre elles, c'est que le nouveau jour a commencé, que le Shabbat est donc terminé et que les gens peuvent rentrer à la maison, changer de vêtements et repartir sur les routes pour être, par exemple, le premier à ouvrir son stand à 4 heures du matin au marché de Ingviller, par exemple. C'est pour ça que la fin du Shabbat était importante pour ces gens. Je n'ai jamais eu l'occasion d'y rentrer, mais parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le propriétaire. Mais je connais quelques personnes qui ont pu y rentrer il y a très longtemps et qui m'ont expliqué qu'entre les deux fenêtres, qui sont donc orientées à l'est, je le rappelle, entre les deux fenêtres, il y a en bas une estrade et qu'entre les deux fenêtres, il y avait une sorte de placard ou d'armoire. Donc ça indique bien un Al-Mémor et que c'était donc bien la synagogue. Mais donc avant 1841, avant la construction de la choule qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, c'est un bâtiment qui a été vendu, revendu, revendu 4 ou 5 fois ces derniers 10 ans. On ne sait même plus trop à qui il appartient. Et il est vide, il n'est pas utilisé. On passe à l'image suivante. Alors, photo de l'église qui vous indique un peu la situation topographique des lieux. On est donc bien au pied des Vosges du Nord. D'ailleurs, on parle du Piémont des Vosges du Nord. Et on voit bien cette vue sur la plaine d'Alsace. Et ça montre assez clairement que ces Vosges du Nord et aussi du Sud se sont élevés, se sont soulevés, je ne sais plus à quelle ère géologique, mais enfin c'était le contre-coup du soulèvement alpin, et que dans toute la partie plaine, on a du calcaire, et que la colline, elle est en grès. Dans toute la partie plaine, on trouve, en grattant la terre, on trouve des... alors, on m'échappe chaque fois encore, des pierres qui ont gardé la forme d'un animal, d'un coquillage. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom maintenant. Donc, ça prouve bien qu'on était dans les temps géologiques anciens sur une mer et que cette mer s'est progressivement asséchée. Ce que les Romains avaient compris, puisqu'ils savaient que pour faire de la vigne, c'était sur le calcaire. Donc, la vigne, la partie vignoble se trouvait dans la partie plaine, sur le calcaire, alors que la partie piémont était réservée à l'habitation et que la montagne, elle, était utilisée pour planter les châtaigniers. Alors, pour revenir à l'église, je vous ai parlé de cette église de 1505, dont le clocher a été remonté d'un étage d'ailleurs, puisque l'original était une tour, c'était une église fortifiée, et la tour était crénelée. On y a sur le côté une entrée spécifique pour le Seigneur qui venait assister au culte à l'écart du reste de la population, avec une vue directe sur le chœur. Et cette église a été une des premières églises simultanées imposées par Louis XIV en 1685, c'est-à-dire qu'il avait dicté une règle qui disait que partout où il y avait 7 familles catholiques, elles auraient droit au chœur de l'église et les protestants au reste, à la nef. Et que s'il y avait moins de familles catholiques, c'était l'inverse. Donc, cette église qui avait été construite en 1555 comme église catholique, qui était devenue protestante après la Réforme en 1525, est devenue simultanée en 1685. Et on garde dans cette église, on conserve encore, il y a un autel en pierre qui est fixe, mais la communauté protestante a retrouvé dans un grenier ou quelque part dans un débarras l'ancien autel qui était monté sur roulette, l'autel des protestants,
que pendant le culte protestant, on amenait l'autel au milieu de l'église et après le culte, pour laisser la place aux catholiques, on repoussait l'autel à roulettes dans un coin pour débarrasser la place. C'est assez amusant. C'est presque comme l'état actuel, on peut dire, entre l'église catholique et protestante. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Bon, on continue. Alors, en face, il y a le presbytère. En face de l'église, il y a le presbytère. Ça, c'est le presbytère protestant qui a été construit au 19e siècle. On voit clairement que c'est de facture d'architecture allemande. Mais on y trouve, sur ces colonnes qui entourent le jardin, on y trouve cette étoile à 6 branches. Et personne ne sait pourquoi. On ne sait absolument pas pourquoi, parce que ça a toujours été protestant. Ça a été construit comme presbytère protestant. Et donc, il n'y a jamais eu de juifs ici. On s'est dit, c'est aussi l'emblème des brasseurs. Vous savez que l'étoile à 6 branches, c'est l'emblème des brasseurs. Pour ceux qui ne le savent pas, donc, ce sont comme l'étoile de David, les deux triangles imbriqués, un vers le haut, un vers le bas. Ça fait donc le premier triangle pour les brasseurs symbolise les éléments, l'eau, la terre et le feu. Et le deuxième triangle symbolise les ingrédients, c'est-à-dire l'orge, le malt et le houblon. Et c'est comme ça que c'est devenu l'emblème des brasseurs, bien avant d'être un symbole juif. Hein, parce que l'étoile de David, c'est relativement récent. Le symbole traditionnel juif, c'était la menorah. Ouais. Mais bon, ici, c'est un presbytère, ce n'est ni une brasserie, ni un endroit juif, donc on ne sait absolument pas pourquoi on a décidé de mettre cette étoile à 6 branches comme décoration dans ce jardin. Peut-être qu'il n'y avait pas de raison du tout. Voilà. Vous pouvez boire de la bière au moins. Bah, dans le presbytère, je ne suis pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Et puis, on était dans un coin de vin, pas de bière. Ouais. Alors peut-être que le pasteur était buveur de bière, je ne sais pas. On passe à la suite. On peut vérifier encore dans l'archive, à mon avis. Quoi, ça? Ben, Catherine a essayé par tous les bouts, elle n'a rien trouvé. Bon, on va continuer. Ouais. Ça a été construit avec la maison ou c'est plus tard? Ben oui, c'est construit avec la maison. Oui, c'est du 19e. Hein. C'est du 19e siècle, c'est de la partie avant la Première Guerre mondiale, c'est de la partie au moment de l'annexion allemande, avant la guerre de 14. Non, parce que ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même pierre pour les petites tourelles avec le Magen David que le bâtiment lui-même. Si, ce sont des pierres de grès qui sont taillées. Moi, je ne vois pas de différence. Il y a le rayon de soleil qui éclaire cette pierre-là, que j'ai un peu fait exprès, qui donne peut-être une couleur un peu différente, mais c'est tout. Enfin, je crois, à mon avis. Alors, sur l'image suivante, on a encore un vestige du Moyen-Âge. Oberbronn avait un tribunal de bailliage qui condamnait donc des crimes. Pour les criminels, ils étaient pendus. Il y a la colline de la potence. Mais il y avait aussi les délits. Alors, pour les délits, on était condamné à être attaché au pilori. Le pilori, c'est cette pièce en pierre que vous voyez devant vous. Qu'on appelle aussi le pilori, qu'on appelle aussi le poteau d'infamie, ou en allemand le Schandpfahl, la Schandpfahl. On y attachait donc celui qui était condamné sous, vous voyez qu'en haut, sur la photo de droite, vous voyez 3 têtes qui représentaient chacune le délit auquel on était condamné. Et donc, le condamné était attaché sous le symbole du délit qu'il avait commis, de sorte que tous les gens qui passaient pouvaient l'insulter, lui cracher la figure, lui lancer des pierres ou des choses comme ça. Sur ces trois figures qui représentent des délits, il n'y en a qu'une seule qui est visible, donc elles sont très usées. C'est celle qui représente un visage sur lequel la bouche est cadenassée, et qui donc devrait symboliser la médisance. Voilà, c'est assez rare, ça n'a rien à voir avec le judaïsme, mais des piloris, c'est assez rare d'en trouver. Donc, est-ce que ça se trouve dans le jardin de chez quelqu'un, c'est ça? Oui, mais je pense que ça a été déplacé, je pense que ce n'était pas là à l'origine.
Alors ça, c'est le jardin du presbytère, de l'ancien presbytère catholique. D'accord. Mais je pense que ça a été déplacé. Je ne devais pas être là à l'origine, je ne sais pas exactement où c'est. Moi, quand j'ai connu Oberbronn, en plus, ce pilori était là, mais il était caché par une haie qu'on avait fait pousser autour pour le cacher. Parce que le curé autour, ça ne devait pas lui plaire d'avoir ça chez lui. Image suivante. Alors, petit clin d'œil à l'Alsace, hein, donc sur le paysage qu'on peut voir à Oberbronn. Voilà, vous avez le couple de cigognes et vous savez que ce sont les cigognes qui apportent les bébés, mais uniquement les mâles. Hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. Ce ne sont jamais les femelles qui apportent les bébés parce qu'elles caquettent tellement, elles bavardent tellement qu'elles pourraient le perdre en route. Donc, ce ne sont que les mâles qui apportent les bébés. Voilà. Vous êtes priés de le croire. Là, tu as trouvé dans l'archive, je crois. Hein? Oui, c'est dans les archives. Oui. Oui. Alors, si vous voyez une chaîne de montagnes au fond, c'est la forêt noire qu'on voit. Hein? Oui. Et notamment le Feldberg. En hiver, on voit les pistes de ski illuminées de nuit dans la forêt noire, depuis Oberbronn. Voilà, on passe. Et on va s'approcher du cimetière. Mais avant d'aller au cimetière, il y a au cimetière d'Ettendorf une stèle de ce Rabbi Leib Katz d'Oberbronn, décédé en 1769, dont je n'ai aucune trace nulle part, en dehors de cette stèle. Donc si quelqu'un peut me fournir des informations, ça m'intéresse. Ok. Voilà. Mais ce que veut dire aussi que ça confirme, en termes de cimetière, où je me suis souvent demandé, en Alsace du Nord, dans nos régions, où est-ce que les gens allaient enterrer leurs morts avant la création des cimetières du coin. Le cimetière d'Oberbronn et de Gundershofen sont de 1814. Alors, où est-ce que les Juifs allaient enterrer leurs morts avant la création de ces cimetières? Il y a un certain nombre de possibilités. Un des cimetières les plus anciens, et pas trop loin, c'est Haguenau, mais c'était une autre seigneurie, donc je ne suis pas sûr que ça ait pu fonctionner. Un autre, c'était Wissembourg, qui est presque aussi ancien, mais c'était encore une autre seigneurie. Il reste celui d'Ettendorf, qui est à presque 20 km par des routes, mais bon, à peu près la même distance que Haguenau, mais par des routes bien plus difficiles d'accès, puisque là, ça monte et ça descend sérieusement. Mais on y trouve, alors cette hypothèse de Ettendorf est confirmée, un, par ce Rabbi Leib Katz d'Oberbronn, et surtout, deux, par Asher Levi, qui dit lui-même qu'il est allé enterrer son père depuis Reichshofen à Ettendorf. Donc, imaginez-vous que le chemin pour porter le corps de Reichshofen ou d'Oberbronn à Ettendorf, c'était pas tout à fait facile. Sans compter que pour chaque village traversé, il fallait payer une taxe pour chaque banque communale traversée, y compris pour le mort lui-même. Hein, ce qui veut dire que pas beaucoup de gens l'accompagnaient parce que c'était cher. C'était très cher et que pour faire la cérémonie et dire le Kaddish, il fallait trouver des gens sur place. Et je suppose peut-être aussi même les payer pour arriver au quorum pour dire le Kaddish. Donc toi, tu es déjà à l'image suivante qui est celle du cimetière d'Oberbronn. Vous voyez qu'il est au croisement entre deux rues. La rue de droite, qui est la rue des Fontaines, qui mène vers le village, mais la route de gauche, qui est la rue d'Ingwiller, par où sont arrivés les libérateurs américains en 1945. Et on en verra des traces dans ce cimetière. Avant d'aller plus loin dans le cimetière, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, tant pour Oberbronn que pour Gundershofen, qui et quand a voulu créer ce cimetière. Je n'ai jamais rien trouvé. J'ai cherché dans les archives départementales au niveau des cadastres. J'ai trouvé avant qu'il n'y avait rien et vers 1880 qu'il y avait un cimetière, mais je n'ai jamais trouvé aucun document qui indique qui
a eu l'idée de créer ce cimetière? Qui a choisi ce terrain? Qui l'a installé? Je n'ai trouvé aucune trace là-dessus. Je rajoute que j'ai épluché le registre de délibération du consistoire à partir de 1800 jusqu'à 1900, que je n'y vois jamais aucune mention de création ni de cimetière, ni de synagogue. Et ça, j'ai trouvé ça absolument étonnant. Le 19e siècle, c'est quand même l'âge d'or des synagogues où on en a construit partout, et il n'y a aucune mention dans le registre du consistoire. Je ne comprends pas pourquoi. Je trouve quelques mentions, par exemple, où il a fallu nommer un nouveau Chazen, où le Charmes, il était un peu trop alcoolique et qu'il fallait le changer, ce genre de choses, mais rien sur la création de ces lieux. Aucune trace. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi. Je sais bien que c'était pas que le consistoire était propriétaire, mais qu'il ne payait jamais. Mais ce n'est pas une raison. Il fallait bien que, comme il était propriétaire, dans toutes les enquêtes qu'il fallait faire pour enquête un commodo qu'il fallait faire avant de créer un lieu, il fallait que ça passe par le consistoire qui devait donner son accord. Alors, pour Reichshofen, j'ai une lettre du consistoire qui donne l'accord pour la création. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est les archives départementales. Mais au niveau des archives consistoriales elles-mêmes, il n'y en a pas la moindre trace. J'ai du mal à comprendre que le consistoire n'ait pas jugé utile d'enregistrer ce bouillonnement, cette effervescence incroyable qu'il y a eu dans le judaïsme du 19e siècle et qu'il n'y a aucune trace de ces empreintes dans le sol et dans le paysage que sont ces cimetières et ces synagogues. Je trouve ça réellement incompréhensible. Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Pourtant, il existe un registre du cimetière d'Oberbronn. Je n'ai pas compris. Il existe un registre du cimetière d'Oberbronn. Alors, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je vous montrerai une page tout à l'heure, si vous voulez. Oui. On espère pouvoir la reconstituer avec des photos et des traductions, mais c'est pas encore les photos sont faites, mais pas les traductions. Mais je n'ai pas de registre ni de l'un ni de l'autre. Mais là, je ne vous parlais même pas de registre. Celui de création. En fait. De création. Moi, j'ai cherché, par exemple, parce que, par exemple, pour Reichshofen, j'ai trouvé que c'était un Zacharie Lévy qui était la cheville ouvrière qui s'est battu pendant 10 ans jusqu'à arriver là. Et ce monsieur Zacharie Lévy, il mérite qu'on lui rende hommage. Je suppose que ceux qui ont été à l'origine de ce cimetière ou qui ont été à l'origine de la synagogue d'Oberbronn, ce sont des gens. Et en tant que quelque part leur héritier spirituel dans la région, moi j'ai envie de leur rendre hommage, mais je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que si quelqu'un peut arriver à traduire le début du registre, puisqu'on parle que c'est celui qui tenait le registre au départ, qui a créé le registre, c'était le fils du commissaire surveillant de la synagogue de Oberbronn. D'accord. Oui, ça donnera peut-être une indication. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que le consistoire n'a gardé aucune trace de ça? Pour moi, tu sais bien qu'il y a beaucoup de documents qui ont disparu. Oui, mais attends, c'est le registre de délibération de tout c'est dans un manuscrit, dans chaque, c'est une sorte de secrétariat qui fait un résumé de chaque compte-rendu de réunion, compte-rendu de chaque réunion que le consistoire a eu pendant le 19e siècle. Toutes les réunions qu'il y a eu depuis 1800 jusqu'à 1900, aucune de ces réunions a mentionné la création d'une choule ou d'un cimetière. Bon, alors je vois qu'on a un petit travail à faire. Ouais. Je propose qu'on va... Ou alors je n'ai pas trouvé le bon document, mais c'était le registre de délibération, quoi. Oui. Je veux dire, le consistoire devait autoriser la création de ces lieux. Absolument, oui. Vraiment, donc, quelque part, il y a une trace. Bon, voilà. Je lance un appel dans ce sens et j'en reviens au cimetière d'Oberbronn. On va aller voir un peu plus avant. Il date de 1814. Alors, on va prendre l'image suivante. Ça, c'est juste une petite vue pour le plaisir, comme ça, une petite vue en hiver. On passe à l'image suivante. Ça, ce sont les deux premières tombes. Alors, d'une part, vous voyez qu'elles ont des impacts de balles. La première tombe qui est de 1814, la plus ancienne,
il y a 2 impacts de balles, et même 2 plus petits en dessous. Alors, ça a été dû au combat de la libération. Je vous ai montré tout à l'heure que sur la route d'Ingviller, c'est par là que sont arrivés les Américains. J'ai un sinistre pressentiment qui me dit aussi que les soldats allemands ont utilisé les tombes juives comme bouclier contre les tirs américains. En tout cas, ce cimetière il a 171 tombes, dont plus d'une centaine sont renversées et démolies, donc suite au bombardement et au combat de la libération. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser, même si on n'a pas encore l'argent pour le faire, on pourrait penser à les redresser, mais je pense qu'il vaut mieux le laisser comme ça, comme elles sont, parce que c'est un témoignage de l'histoire. Voilà. Alors, 1814, la première tombe, pour information, 1814, l'émancipation des Juifs, c'est 1791, comme on sait tous. Et là, la première tombe est de 1814, 23 ans après. En moins d'une génération, l'émancipation des Juifs fait que, dans un village reculé, aussi reculé que Oberbronn, on crée un cimetière. Je suis assez admiratif devant cette énergie déployée, devant ce bouillonnement, quoi, devant cette créativité. Alors, pourquoi est-ce qu'on crée un cimetière dans un bled perdu comme Oberbronn, alors qu'il y a des endroits plus importants où il n'y en avait pas encore? Ben, c'est justement parce que c'est peut-être un patelin perdu et qu'il est trop loin d'Ettendorf et qu'on en a marre de transporter les corps à Ettendorf. C'est une expression des hypothèses que je remets, hein, je n'ai aucune certitude. Mais je suis assez impressionné par ce dynamisme de ces communautés juives de la campagne, quoi, qui étaient, je le rappelle, constituées de petites gens, de miséreux, dont, comme dans les recensements, beaucoup étaient notés comme indigents. Et les autres, c'était des petits métiers de ferrailleurs, de colporteurs, et c'était pas des gens qui avaient de l'argent, quoi. Et malgré tout, ils ont réussi à faire ça. Voilà. On passe à l'image suivante. Alors, quelques images de stèles remarquables. Voilà, avec le grès du Vosges, bien sûr. On passe à la suite. Alors, il y a une grande famille Israël à Oberbronn. Il y a aussi une grande famille dont une partie est enterrée là, qui sont les Frenkel, que vous connaissez peut-être, et qui sont originaires d'un patelin de Moselle, pas très loin d'ici, qui s'appelle Bärental. Et les Juifs de Bärental sont aussi enterrés à Oberbronn. Le cimetière juif d'Oberbronn, il vaut pour Bärental, Oberbronn et Zinswiller. Voilà. On passe à l'image suivante. Donc, quelques vues hein, des tombes détruites par les bombardements, quoi. La suite. Alors là, une stèle amusante, parce qu'il y a une magnifique fleur de lys au milieu, ce qui est vraiment pas commun dans les tombes juives, puisqu'on est plutôt républicain. Alors, j'en ai trouvé, enfin plutôt c'est Catherine qui a trouvé qu'au moment où le roi Louis-Philippe a pris le pouvoir, cette même année, dans cette famille Lévy, il y a eu la naissance d'un petit garçon dont le papa a trouvé intéressant de lui donner comme nom Louis-Philippe Lévy. C'est quand même assez amusant. Je suppose que c'est sa tombe. On en saura plus quand les traductions seront faites. Et ce qui est amusant, enfin amusant non, mais ce qui est intéressant, c'est que le petit-fils de ce Louis-Philippe Lévy, qui lui est né à Paris, s'appelait Sylvain Lévy, et c'est devenu le professeur, la sommité la plus importante de la Sorbonne en matière de langues orientales, puisqu'il était spécialiste du sanskrit et du japonais. Il y a fait de nombreux voyages en Inde et au Japon. Et il est devenu, au début du XXe siècle, le président de l'Alliance israélite universelle. Donc un grand monsieur. On y trouve aussi
une ancêtre de Blum, de Léon Blum. Donc on sait qu'il est de Westhoffen, mais la maman de Léon Blum était originaire d'Oberbronn. Voilà, on passe à la suite. Alors, vraiment, les trois stèles qu'on voit ici, c'est trois femmes. Ce sont des femmes, même la fleur de lys? Voilà, c'est trois femmes. Ah bon? Ah bon? Mais ça, c'est encore un mystère de plus, quoi. Voilà. On passe à la suite, donc des images de ce cimetière un peu dévasté. Voilà, il y a un magnifique main de Cohen. Bien sûr, inscrite dans le temple, hein, dans le temple qui est de facture, là, le temple qui est représenté d'une façon très classique, hein, à la grecque. Ouais. Voilà. Encore la suite. Encore. Ah, tu es déjà passé. Alors la dernière, c'est la stèle d'un monsieur. Alors je suis en train de chercher le texte parce qu'il est en français. Voilà. Alors c'est Joseph Löw qui a été conseiller municipal à Oberbronn pendant 60 ans. Et pendant 40 ans, il a été président de la communauté d'Oberbronn. Sa tombe est datée de 1937 et c'est la dernière tombe de ce cimetière. Donc c'était un des derniers juifs d'Oberbronn qui a été pendant 60 ans conseiller municipal quand même. Alors ça arrivait beaucoup dans les villages d'Alsace où aux élections, il fallait constituer quand le maire constituait une liste de conseillers municipaux, il fallait toujours tenir dans cette liste l'équilibre de religion. Et donc, à partir de la fin du 19e siècle, il y avait toujours un ou deux conseillers municipaux juifs. C'est une des particularités de l'Alsace en général et de l'Alsace du Nord en particulier. Voilà. On passe à la suite. Alors, on y trouve dans ce cimetière des choses intéressantes. Il y a eu parfois des manifestations intéressantes, comme la visite de la famille Toledano qui est venue d'Israël pour retrouver les tombes de leur arrière-grand-mère Henriette Lévy. Et je vous garantis que quand ils se sont promenés dans le village d'Oberbronn, ils n'ont pas passé inaperçus. La suite. Une autre manifestation, eh bien, il y a eu une attaque des Black Blocs à Oberbronn. Non, je rigole. Ça, c'était l'année dernière. Ça a été des jeunes Européens qui sont en formation en Niederbronn tous les ans et qui font un chantier tous les ans pendant une semaine au service de l'association qui veut et qui sont donc venus nettoyer les stèles du cimetière d'Oberbronn pour que je puisse les photographier derrière. Donc, via une association qui s'appelle ICE, Institut Chrétien pour l'Europe, dont le siège est à Niederbronn, qui fait venir une centaine de jeunes de tous les pays d'Europe, qui les forment pendant un mois, puis les envoie en service civique pendant un an dans des institutions qui veulent les utiliser, et surtout dans le domaine des maisons pour handicapés, mais aussi un petit peu dans la culture. C'est comme ça que ces jeunes sont venus nous prêter main forte. C'est la deuxième année déjà. Et que nous avions une jeune comme ça, on en a même eu deux au au musée de Buxtehude, qui nous a aidés pour l'accueil des visiteurs. L'image suivante. Donc ça, c'était l'équipe des jeunes filles qui ont fait le boulot. Et la blonde que vous voyez qui fait la grimace, c'est une prof de religion catholique qui est membre d'Achern et qui fait partie de celles qui sont venues encadrer le groupe pendant qu'ils travaillaient au cimetière. Et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup parce qu'elle fait un travail de fond, mais en même temps, elle sait rigoler. Alors, tiens, juste pour le gag, la jeune fille que vous voyez à l'extrême droite,
avec le chignon noir, c'est une Allemande d'origine iranienne. Voilà. C'était très sympa d'ailleurs. La suite? Oui. Il nous reste vraiment, on a dépassé 20 minutes notre temps, alors il nous reste vraiment… T'as l'image suivante, c'était juste une visite de la route du judaïsme rhénan à Oberbronn, qui s'est terminée par un repas. Vous y voyez Freddy Raphaël, Françoise Ilkoubi, Claude, Jacques Bouadana, etc., etc. Voilà. Y compris Christiane, j'ai oublié son nom, qui est de la Maison Bleue à ah. Ton micro, Raymond. Juste pour vous dire bonne nuit, puisqu'on a commencé par une image de nuit, alors je finis par une image de nuit aussi. Et pour vous dire que je vous dis ça sous l'emprise de l'alcool et du dieu Bacchus, je vous ai mis le Rayem à la fin. Voilà. Vraiment, je pense que c'est le moment qu'on peut allumer tout le monde le micro et applaudir. Oui, non, mais c'est pas ça. C'est s'il y a des remarques ou des questions ou des réponses. Voilà, c'était magnifique, comme toujours. C'est vrai qu'en petit village comme ça, on a énormément de patrimoine, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça, et qui est méconnu et que j'essaie de faire connaître un peu plus, quoi. Voilà. Merci encore une fois. Et je vois que Michel, tu as mis la photo de la synagogue derrière toi. Si tu me passes le relais, alors je peux… Alors, je la vois pas, ouais. Deux, trois petits trucs. Pas sur l'iPad, sur l'autre ordinateur. Là où il n'y a pas la photo en fond. Là où il n'y a pas, oui. Voilà. Je vois pas. Attends, j'ai pas encore le… Non, on n'a pas l'image encore. Maintenant, on a Michel. Ça va arriver. C'est bon? Merci Ingrid. Je vois pas encore. Non. Ah, share screen, ok. Voilà. Moi, je ne l'ai pas encore. Voilà. Ah, ça y est. Là, vous avez la première page du registre d'Oberbronn. Ouais. Oui. Donc, si je pouvais l'avoir avec la traduction, ça m'intéresserait beaucoup. Je vais essayer de voir pour avoir la traduction. Ça, c'est ce jour du 13 juillet, donc 1814. J'ai commencé à faire le registre par Abraham Israël, fils de Matthieu Israël, commissaire surveillant auprès de la synagogue de Oberbronn. Vous voyez? Oui. Et il est où? Il est conservé où, ce document? Aux États-Unis. Ah. Il est aux États-Unis. Je n'ai pas l'original, malheureusement. Et le sharing est… Attendez, voilà. Et je vais vous montrer encore autre chose. Voilà. Alors ça, c'est la photo que vous avez montrée tout à l'heure. Allô? Oui. Ça, c'est la photo. Et l'autre photo… Ben, pour l'instant, on voit un panneau, on voit votre ordinateur. Hein, on ne voit pas les images sont plus petites. Il faut agrandir. Ah. Voilà. Bon, pour l'instant, on a une grande plaque grise. Ça n'a pas marché. Ça marche pas? Non. On voit une Pas rien. Non, on voit rien. Alors, on est de retour sur votre… à la limite comme ça, Michel, et on voit des différentes images. Ah, attendez, voilà. Là, c'est bon? Non, on a toujours un pavé gris. Ça ne marche pas. Mais si vous pouviez m'envoyer ça, je vous en serais très, très, très reconnaissant. Je sais que moi, je vous dois plein de choses aussi et vous les aurez, c'est promis, je ne vous oublie pas. Ben, voilà, donc ça, c'est la photo de la partie arrière du côté de la Rona Kodesh de la Choule. Michel, on ne voit pas la photo. On ne voit rien. Je regrette. Attendez voir. Alors, je stoppe le share, tu me le renvoies, s'il te plaît? Ah, attends, voilà, peut-être maintenant.
Là, ça marche? Non, on ne voit pas. Pourquoi le pavé est noir, il est plus gris? Ben, on a toutes les photos. On a toutes les photos en miniature. Voilà. Oui, On les a en miniature. et donc, sur un téléphone, on ne voit pas grand-chose, quoi. Non, c'est tout petit. Oui. C'est tout. Je sais pas. On va garder ça quand même, peut-être pour une autre fois, Michel, que tu... Ok. Et... Désolé, mais bon. Non, mais elle est déjà là. découvrir tout ça, c'est génial. Et c'est une face de l'autre côté par rapport à celle que tu as avec la porte d'entrée de la choule. Oui, ok. Et je crois que j'en ai encore une autre que j'ai trouvée avec la choule en mauvais état après les bombardements. Ah oui. Ah, c'est super. Bon, on va faire ça la prochaine. Alors, vraiment, encore une fois, merci énormément. Bah, moi, je remercie Michel d'avance de m'envoyer tout ça. Oui, merci. Hein. C'était très intéressant. Voilà. Bon, Merci beaucoup. merci. J'en profite pour dire si quelqu'un d'entre vous a envie de faire une visite guidée d'Oberbronn ou de Reichshofen ou de Guxiller, je suis à votre disposition. Hein. Alors, je pense qu'on pourrait réfléchir, on organiser ça avec notre petit groupe des Zoom. Bon, peut-être Martin ne va pas nous joindre chaque fois. Pour le moment, j'ai fixé pour septembre à l'année prochaine. Ben, j'espère L'année prochaine. Ah oui, c'est loin. Oui, c'est encore loin. Oui, c'est ça. Mais Voilà. Merci encore, Raymond. Merci à vous tous. Merci beaucoup. On est combien en fait? Très intéressant. Au On est revoir. combien en fait,